Le vent s'engouffrait contre les vieilles fenêtres cet après-midi-là, sifflant à travers les fissures comme s'il cherchait à s'introduire à tout prix. J'étais assise en tailleur sur le tapis, coloriant dans un coin du salon en faisant bien attention de ne pas faire de bruit. L'air transportait chaque mot venant de la cuisine. Au début, ce n'était que des voix aiguës, le même rythme fatigué de reproches et de justifications. Puis mon prénom a tout coupé. C'est une malédiction, a lancé ma mère, la voix tendue comme un câble. La réponse de mon père est tombée comme une pierre. Tout s'est effondré après sa naissance. Le travail, le bébé, nous étions bien avant. Je me suis figée, mon feutre encore pressé contre la page. J'avais toujours su que les murs de notre maison ne gardaient pas grand-chose pour eux, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent écho à de telles paroles. Malédiction, malchance, erreur. Ces mots n'étaient pas murmurés, ils étaient jetés en l'air comme des vérités absolues. À 10 ans, je ne comprenais pas tout, mais j'en savais assez. La dispute s'est terminée comme la plupart d'entre elles, par un silence lourd comme de la fumée. Ma mère est entrée dans le couloir, le regard fixé quelque part derrière moi. « Va préparer un sac », a-t-elle dit. J'ai pensé que nous allions peut-être rendre visite à quelqu'un. Peut-être une soirée pyjama. J'ai demandé, pour combien de temps? Elle n'a pas répondu. Dans ma chambre, j'ai plié mon jean préféré, j'ai glissé un sweat à capuche trop grand pour moi et j'ai fourré mon lapin en peluche, Lapinou, au fond du sac à dos. J'avais un peu honte de l'emmener, mais j'aurais eu encore plus honte de l'abandonner. Le trajet a été silencieux, le chauffage de la Peugeot cliquetait, mon front appuyé contre la vitre alors que les feuilles tourbillonnaient dans le vent. Elle ne me regardait pas. Elle ne parlait pas. Lorsqu'elle s'est garée dans une allée à l'autre bout de l'île et qu'elle a laissé le moteur tourner, j'ai compris que ce sac n'était pas pour une simple visite. La voiture s'est arrêtée devant une maison que je connaissais bien, celle de mes grands-parents. J'y avais passé des vacances, des anniversaires aussi, bien que ces célébrations soient devenues plus silencieuses chaque année. Ma mère n'a pas coupé le contact. Elle gardait les mains sur le volant, les yeux droits devant elle, les articulations blanchies. « Sors d'ici », a-t-elle dit. J'ai hésité, attendant le moment où elle rirait, ou s'adoucirait, ou me dirait de rentrer vite à la maison. Rien de tout cela n'est venu. J'ai ouvert la portière en serrant mon sac à dos, l'oreille de Lapinou dépassant de la fermeture éclair. La portière s'est refermée derrière moi avec un clic final, et avant que je puisse me retourner, la voiture s'éloignait déjà. J'ai sonné, l'estomac noué. Mon grand-père a ouvert la porte d'un entrebâillement, plissant les yeux vers moi. « Manon. Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix trahissait plus de lassitude que de surprise. « Ma mère m'a déposée », ai-je murmuré. Il a regardé l'allée, les feux arrière avaient déjà disparu. Il a soupiré, le genre de son qui transporte des années de résignation. « Nous ne pouvons pas aller contre tes parents, ma puce. » Il a reculé juste assez pour me tendre une couverture pliée, puis a refermé fermement la porte, me laissant sur le perron. L'air est devenu plus vif à mesure que le soleil déclinait, et j'ai serré la couverture contre mes épaules. Je fixais les fenêtres, espérant que l'une d'elles s'ouvrirait à nouveau, mais rien ne bougeait à l'intérieur. Des heures ont passé avant qu'une voix ne s'élève de l'autre côté de la rue. « Manon. » C'était Madame Lefebvre, la voisine de mes grands-parents. Elle s'est précipitée vers moi, son gilet glissant de son épaule. Elle n'a pas posé de questions, elle m'a juste fait entrer chez elle. La chaleur m'a frappée en premier, puis l'odeur de cannelle et de vieux livres. Elle m'a enveloppée dans un des pulls surdimensionnés de son défunt mari, les manches couvrant mes mains, et a posé une tasse de thé devant moi. J'étais assise sur son canapé, fixant par la fenêtre la maison d'en face. Ses fenêtres restaient sombres, les rideaux tirés, aucun signe de mouvement. J'ai continué d'attendre des phares, que quelqu'un se souvienne, mais la nuit n'a fait que s'épaissir, et le silence s'est étiré jusqu'à sembler définitif. La chambre d'amis d'Éléonore est devenue la mienne en une semaine. Elle a fait de la place dans la commode, a rangé mes dessins dans une boîte à chaussures et a posé Lapinou sur l'oreiller comme s'il y avait toujours eu sa place. La vie avec elle était stable, pas de cris, pas de portes claquées, pas de mauvaises surprises. Mais la stabilité n'effaçait pas l'absence. À l'école, la chaise vide me suivait partout.
Lors du concours de dictée, quand le directeur appelait les finalistes sur l'estrade, les parents remplissaient le premier rang avec des appareils photos et des encouragements. Je regardais vers le deuxième rang où Éléonore était assise tranquillement, les mains jointes sur ses genoux. Les enseignants scrutaient la foule, attendant que quelqu'un d'autre apparaisse à ses côtés, puis abandonnaient. C'était la même chose aux expositions d'art, aux concerts de chorale, et même à la kermesse de fin d'année. Chaque fois que mon nom était annoncé, les applaudissements résonnaient, mais il y avait toujours un vide là où ma famille aurait dû se trouver. Ce vide a fini par faire partie de moi, aussi visible que le ruban épinglé sur mon chemisier. Pourtant, je continuais à écrire de petits mots d'une écriture cursive maladroite. Coucou maman. J'ai eu un 20 en maths. Papa, vous me manquez. Pour les anniversaires, j'ajoutais des autocollants brillants où je dessinais des cœurs dans les marges. Je glissais chaque enveloppe dans la boîte aux lettres bleues d'Éléonore et je les imaginais arriver quelque part, donnant à mes parents une raison de se souvenir. Un après-midi, après les cours, Éléonore m'a appelé dans la cuisine. Elle tenait une pile d'enveloppes dans ses mains, liées par un élastique. Mon écriture se courbait sur chacune d'elles. Elles sont revenues, a-t-elle dit doucement. Toutes, retour à l'envoyeur. Je les ai prises, les doigts tremblants. Les timbres étaient tachés par la pluie, les coins pliés par le voyage. Certaines avaient encore les autocollants que j'avais choisis si soigneusement. Il n'habite plus là, a ajouté Éléonore, d'une voix ferme mais douce. Plus depuis un moment déjà. J'ai hoché la tête, bien que ma poitrine me semble creuse. Cette nuit-là, j'ai étalé les enveloppes sur mon lit comme des soldats revenant d'une bataille perdue. Une par une, je les ai empilées à nouveau, je les ai rangées dans la boîte à chaussures et je les glissées sous mon lit. Ce fut la nuit où j'ai réalisé que les mots pouvaient me quitter, mais qu'ils n'atteindraient jamais l'endroit où je voulais qu'ils aillent. À 15 ans, Éléonore me confiait son rituel de ménage du samedi. Nous descendions des boîtes dues au placard de sa cuisine, triant les piles en 3 catégories, à garder, à jeter, et pas encore sûr. L'air sentait le vernis au citron, celui dont elle jurait qu'il pouvait presque tout réparer. J'ai ouvert une boîte en carton délavé marquée d'hiver. À l'intérieur se trouvaient des recettes fragiles, des bulletins paroissiaux jaunis, et tout au fond, une épaisse enveloppe Kraft avec mon nom écrit de l'écriture bouclée de ma grand-mère. Pas pour Manon ou avec tout mon amour, juste mon nom, comme une étiquette. J'ai fait glisser les papiers. Le premier était un relevé bancaire daté de l'année de ma naissance, un compte d'épargne à mon nom, ouvert avec 500 €. J'ai tourné les pages, chaque ligne montrant une croissance lente grâce au dépôt des anniversaires et de Noël. Au moment où j'ai atteint le relevé le plus récent, le solde avait grimpé à plus de 12 000 €. Mon souffle s'est coupé, 12 000 €, plus que ce que je n'avais jamais touché, plus que toute la pension annuelle d'Éléonore. Pendant un instant, j'ai imaginé ce que cela aurait pu signifier, les études, une voiture, ou simplement de la sécurité. Mais la dernière page racontait une autre histoire. Solde 0. Date de retrait, 2 semaines après que ma mère m'ait laissé sur ce perron. 2 signatures figuraient en bas, des noms que je connaissais trop bien, mes parents. Le papier tremblait dans mes mains. Il n'était pas seulement parti, il m'avait aussi dépouillé. Pas un oubli, pas un malentendu, un choix délibéré. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, mais aucune larme n'est venue. Une rage s'est installée, basse et constante, ne brûlant pas mes couvents. Éléonore a touché mon épaule en voyant mon visage, mais elle n'a pas parlé. Elle savait que le silence pouvait parfois être plus bienveillant que la pitié. Cette nuit-là, j'ai ressorti le vieux dessin que j'avais fait des années plus tôt, celui d'une famille se tenant la main sous un toit de travers. J'ai lissé le papier froissé, fixé les jointures scotchées. Puis j'ai pris une feuille neuve et je l'ai redessinée, la même maison, mais seulement 2 silhouettes cette fois, moi et Éléonore. Pas d'ombre, pas de chien que nous n'avions jamais eu. En bas, j'ai appuyé fort avec le crayon jusqu'à ce que les mots entament le papier. Commence ici. Peu de temps après, j'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'au bistrot du coin et j'ai demandé un formulaire de candidature. J'avais encore 1 an de moins que l'âge légal pour travailler, mais la femme derrière le comptoir m'a dévisagé, a remarqué la détermination de mes épaules et a dit « On dirait que tu ne plaisantes pas ». Elle m'a quand même glissé le formulaire.
À la fin de la semaine, je débarrassais les tables, essuyais les comptoirs et mémorisais le ronronnement de la machine à expresso comme une berceuse. Les heures étaient longues, mais le salaire, aussi petit soit-il, me semblait être la preuve que j'existais selon mes propres termes. Quand le bistrot se calmait, j'ajoutais un deuxième emploi à laver les sols d'une salle de sport ouverte 24 heures sur 24, l'odeur du désinfectant collant à ma peau même après la douche. Plus tard, j'ai pris des services dans une brasserie les matins de week-end, portant des plateaux lourds de café et de croissants. Mes vêtements sentaient toujours l'eau de javel ou la graisse, mais je m'en moquais. Chaque euro empilé dans l'enveloppe sous mon matelas était une déclaration que je construisais quelque chose que personne ne pourrait vider. Entre mes services, je passais des heures à la médiathèque de Lille. Les bibliothécaires ne me demandaient pas pourquoi j'étais toujours là, penché sur un ordinateur ou prenant des notes lors des ateliers gratuits. J'ai appris les bases de la programmation, j'ai tâtonné sur des logiciels de design et j'ai rempli les marges de mes cahiers d'idées à moitié formés. Un après-midi, j'ai griffonné un nom en haut d'une page, Avenir Finance. Ce n'était pas parfait, juste 2 mots qui portaient du poids. Je voulais construire un lieu pour les jeunes comme moi, ceux qui n'avaient personne pour les guider à travers les formulaires d'aide financière, les baux de location ou même comment déclarer ses impôts, une ressource pour les oubliés, les invisibles. Je ne savais pas comment cela se ferait, pas encore, mais en rentrant chez moi ce soir-là, un vent tiède m'effleurant le visage, j'ai ressenti le premier soupçon de quelque chose que je n'avais plus connu depuis l'enfance, un commencement. À 19 ans, les croquis et les notes que j'avais griffonnés à la bibliothèque étaient devenus quelque chose que les gens pouvaient réellement utiliser. Avenir Finance était encore rudimentaire, un site basique avec quelques guides que j'avais écrits moi-même, mais le message a pris. Des adolescents de l'aide sociale à l'enfance, des jeunes dans des foyers, des étudiants sans famille pour se porter caution commençaient à le trouver. Ils laissaient des commentaires tard dans la nuit. Cela m'a aidé à postuler pour l'université. Je ne savais pas où chercher ailleurs. Chaque message me rappelait pourquoi j'avais commencé. Un après-midi, une journaliste locale a appelé. Elle avait vu le site, voulait faire un portrait. J'ai failli dire non, mais Éléonore m'a convaincue. Parfois, les bâtisseurs les plus silencieux méritent d'être vus, m'a-t-elle dit. Alors, j'ai accepté. Posant pour une photo à la médiathèque là où tout avait commencé. Le titre est paru la semaine suivante, La fondatrice qui s'est construite à partir de rien. J'ai découpé l'article, je l'ai plié dans un carnet et je l'ai rangé. Il y avait de la fierté, mais pas du genre qui se transforme en célébration. C'était plus solide que cela, comme une main pressée fermement sur mon dos me disant « Continue ». Puis est venu un deuxième article, cette fois dans un magazine numérique national. Ma boîte de réception s'est remplie de messages d'inconnus, d'opportunités, même d'offres auxquelles je ne savais pas comment répondre, mais le bruit à l'extérieur n'a pas changé le calme à l'intérieur. Je travaillais toujours tard, je rentrais toujours chez moi avec des baskets tachées d'eau de javel, je glissais toujours de l'argent dans l'enveloppe sous mon matelas. Une semaine plus tard, j'étais à l'hôpital de Lille avec Éléonore, qui s'était foulé la cheville sur les marches de son perron. Pendant qu'on l'emmenait pour des radios, j'attendais dans le hall, faisant défiler mon téléphone distraitement. C'est là que j'ai entendu sa voix. J'ai levé les yeux et j'ai vu ma mère à l'autre bout du couloir, penchée sur une fille qui ne devait pas avoir plus de 12 ans. Son ton était doux, sa main ferme sur l'épaule de l'enfant, gentille d'une manière que je n'avais jamais reçue. Ses yeux se sont levés brièvement, ont effleuré les miens, puis ont continué leur chemin. Pas de pause, pas de reconnaissance, comme si j'étais juste une autre étrangère dans la salle d'attente. J'étais figée, le son de sa voix résonnait encore, me demandant ce qui faisait le plus mal, qu'elle m'ait oublié ou qu'elle ne m'ait pas oublié et qu'elle ait choisi de ne pas me voir de toute façon. 2 décennies s'étaient écoulées depuis la nuit où Éléonore m'avait enveloppée dans le pull de son mari. À 30 ans, j'étais à Lyon, dirigeant un bureau aux parois de verre avec une équipe qui croyait en la mission d'Avenir Finance. Le bourdonnement des claviers, le froissement des papiers, le rythme régulier de la construction de quelque chose à partir de rien, tout cela ressemblait à la vie que j'avais autrefois dessinée au crayon et étiquetée Commence ici. Un matin, une pile de courriers non ouverts était sur mon bureau, et parmi les prospectus et les relevés bancaires se trouvait une enveloppe de couleur crème, en papier épais. Mon nom était tapé proprement sur le devant. L'adresse de l'expéditeur n'était pas une personne, mais un cabinet d'avocats à Lille.
À l'intérieur se trouvait une lettre écrite dans un langage clinique, mais assez tranchante pour blesser. Mes parents, par l'intermédiaire de leurs conseils, me demandaient d'aider à payer les frais d'université de mon jeune frère. Ils présentaient cela comme un acte de continuité, un geste de responsabilité familiale. Ils citaient les années où ils vous ont élevé et soutenu comme justification. J'ai lu la phrase 2 fois. Les années où ils m'ont élevé et soutenu. Les mots étaient si propres sur le papier, si absolus. C'était comme si le perron, la couverture, les lettres retournées, le compte vidé n'avaient jamais existé. Avant que l'incrédulité ne puisse s'installer, un autre coup est arrivé dans ma boîte mail, un courriel de mon oncle, objet de devoir familial. Il écrivait que nous faisons tous des sacrifices pour nos proches, que les liens du sang s'accompagnent d'obligations, que j'avais reçu ma chance et que c'était maintenant à mon tour de rendre l'appareil. Je n'ai pas répondu. J'ai imprimé la lettre et le courriel, je les ai placés côte à côte sur mi bureau, et j'ai écrit une note au marqueur noir épais sur un post-it. Mon silence n'est pas un accord. C'est une limite. Je l'ai collé sur la première page, j'ai tout glissé dans un dossier Kraft et je l'ai verrouillé. Mais en tournant la clé, je savais que le passé n'avait pas fini de tester ce que j'étais prête à endurer au nom de la famille. Le colis est arrivé dans une boîte en carton ordinaire, sans adresse de retour, juste un mot griffonné à l'intérieur, trouvez ça dans le grenier. J'ai pensé que c'était à toi. Sous la note se trouvait un sac de course en plastique, craquelé par l'âge, enveloppant une cassette VHS. J'ai emprunté un convertisseur au gars de l'informatique de mon immeuble et j'ai glissé la cassette dans la machine. L'image granuleuse a vacillé sur l'écran, horodatée d'avril 2004. J'étais là, une petite fille de 10 ans debout sur un perron, les bretelles du sac à dos s'enfonçant dans mes épaules, l'oreille de Lapinou dépassant de la fermeture éclair. La caméra a tremblé, puis s'est stabilisée assez pour capter la voix de mon père. Tu n'habites plus ici. Le bruit d'une portière qui claque, les pneus qui crissent sur le gravier, et les feux arrière qui disparaissent. À l'écran, je n'ai pas pleuré, j'ai juste cligné des yeux, figé, comme si je n'avais pas encore appris les règles du monde. Je suis restée assise en silence longtemps après la fin de la cassette. La preuve m'avait trouvée, indéniable, non éditée, permanente. Ce n'était plus seulement un souvenir, c'était une archive. Cette nuit-là, j'ai rassemblé tout ce que j'avais gardé, les relevés bancaires avec les signatures de mes parents, la lettre de mise en demeure légale, le courriel de mon oncle. J'ai filmé une courte déclaration à mon bureau, pas de musique, pas de pause dramatique. Ma voix était calme. Ceci n'est pas une vengeance. C'est une tenue de registre pour chaque enfant à qui l'on a dit qu'il était le problème, pour chaque gamin effacé de l'histoire de sa propre famille. J'ai posté la vidéo accompagnée d'un clip numérisé. Au matin, elle avait été partagée des milliers de fois. En 24 heures, des millions. Les commentaires ont rempli ma boîte de réception, des inconnus qui avaient été reniés, des enfants placés qui avaient dormi sur des perrons, des gens qui avaient porté le silence pendant des décennies. Cette histoire n'avait toujours été qu'à moi seule. Désormais, elle appartenait au monde, et le poids s'est déplacé d'une manière que je n'avais pas prévue. L'enveloppe était épaisse, scellée à la feuille d'or, adressée dans une écriture bouclée. À l'intérieur se trouvait une invitation ornée pour le banquet d'anniversaire de mon jeune frère dans une salle de réception haut de gamme à Lille. Pas de mots, aucune reconnaissance des années passées, juste les mots avec amour, Isabelle imprimés en bas comme une réflexion après coup. J'y suis allée quand même, pas par nostalgie, mais par souci de clarté. Parfois, on marche dans le feu non pas pour brûler, mais pour prouver qu'on a déjà survécu à pire. La salle scintillait de nappes dorées, de centres de table en cristal et de grappes de parents que je n'avais pas vus depuis des décennies. À l'accueil, la femme avec la liste des invités a souri poliment. Vous êtes à la table supplémentaire, a-t-elle dit, désignant le coin opposé près de la sortie de secours. Ma table n'avait pas de fleurs, pas de centre de table, juste une carte pliée avec supplémentaire imprimée en caractères simples. J'étais assise seule alors que les rires montaient des tables rondes au centre de la pièce. Quelques cousins ont jeté un coup d'œil vers moi, puis se sont détournés rapidement, comme si regarder trop longtemps risquait d'attirer les ennuis. Le dîner a été servi en plusieurs services, les serveurs glissant entre les tables avec des plateaux de vin et des assiettes sous cloche d'argent.
J'ai picoré la mienne, plus concentrée sur l'estrade. Mon père a fini par se lever, verre à la main, remerciant les invités d'avoir soutenu notre famille pendant toutes ces années. Il n'a pas regardé une seule fois vers moi. Mon nom n'a jamais été prononcé. Les applaudissements ont gonflé, mais je suis resté immobile, stylo déjà à la main. Au dos de la carte de table, j'ai écrit une seule ligne. Cette table n'a jamais été la mienne. Je l'ai placée proprement sur l'assiette blanche, j'ai plié ma serviette et je me suis levé. Je suis passé devant la piste de danse polie, devant les rires, devant les murs drapés d'or. Personne ne m'a arrêté, et personne n'a appelé mon nom. La salle d'audience était presque vide quand le juge a mis ses dossiers de côté et a parlé d'une voix qui ne laissait aucune place à la discussion. Elle ne vous doit rien. Mes parents étaient assis 2 rangs devant moi, les épaules raides, leur avocat silencieux. Je ne les ai pas regardés. J'ai seulement senti l'air changer, plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Quelques jours plus tard, devant mon bureau à Lyon, ils sont apparus. Ma mère a fait un pas en avant, son sac serré contre elle, les bras commençant à se lever. « Tu seras toujours ma fille », a-t-elle dit, la voix brisée. J'ai levé la main juste assez pour l'arrêter, puis j'ai reculé. L'étreinte est tombée avant de m'atteindre. Mon père restait quelques pas derrière, les bras croisés, le regard dur. Je me suis retournée et je suis entrée à l'intérieur sans un mot de plus. Des semaines après, ma cousine Léa a appelé, la voix tremblante. Elle a avoué que sa propre mère avait commencé à qualifier son bébé de malédiction après une série de difficultés. Ce mot m'a traversé comme une décharge électrique. Je lui ai dit ce que personne ne m'avait dit à cet âge, qu'un enfant n'est jamais responsable de la malchance, que les malédictions n'existent pas, mais que les cicatrices qu'elles laissent sont bien réelles. Elle a écouté, hochant la tête à travers ses larmes, et pour la première fois j'ai senti le cycle dévier dans une nouvelle direction. Peu de temps après, Éléonore a accepté de s'installer dans ma maison. Ses livres tapissent les étagères, ses pantoufles sont installées sous le lit, et au-dessus de la commode est accroché le dessin que j'avais refait à 15 ans, une fille marchant vers une porte ouverte. Un soir, je suis rentrée d'un gala pour la jeunesse, mon discours résonnant encore dans mes oreilles. J'ai déposé mes clés dans le bol de l'entrée et je me suis arrêtée sur le seuil. La porte était à moi maintenant, grande ouverte, solide sur ses gonds, ce n'était plus seulement une maison, c'était ma vie.